Bonjour, bienvenue sur la chaîne Upcycling TV. Vous allez nous retrouver tous les mois pour une émission un peu spéciale, le ou les invités du mois. Là, nous avons des surprises, nous aurons des chroniques. Vous pourrez retrouver aussi les images du premier festival Upcycling à l'Île-sur-la-Sorgue. Et nous avons des surprises pour ce premier numéro avec deux invités. Paul Azopardi, antiquaire très connu à l'Île-sur-la-Sorgue. Et aussi, nous avons l'interview de La Redoute, la responsable RSE, responsabilité sociale environnementale de La Redoute. Vous aurez des chroniques, des reportages. Nous irons voir les premières images du premier festival Upcycling TV, plutôt le festival international Upcycling à l'Île-sur-la-Sorgue. Et puis tous les mois, vous aurez un ou plusieurs invités de choix. Nous allons continuer cette série qui va continuer jusqu'au prochain festival mondial Upcycling à l'Île-sur-la-Sorgue durant le prochain week-end de la Toussaint. On vous réserve plein de surprises parce que beaucoup de gens veulent passer sur Upcycling TV et participer à ce festival international à l'Île-sur-la-Sorgue. En tout cas, branchez-vous absolument sur Upcycling TV sur Facebook et vous pourrez avoir les témoignages de gens très importants, créateurs, artistes, surtout dans le monde de la mode et du textile. Première surprise, nous commençons surtout avec Paul Azopardi, très connu bien sûr, à la télévision, Affaires conclues, très connu en tant qu'antiquaire à Marseille, à l'Île-sur-la-Sorgue. Il va nous parler entre autres de ce qu'il fait et du upcycling. Ça veut dire quoi upcycling pour lui? C'est la première surprise. Paul Azopardi. Mesdames, Messieurs, toujours ici à l'Île-sur-la-Sorgue pour cette première d'Upcycling TV. On va recevoir, c'est mon idole ici à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est Paul Azopardi. Bonjour mon cher Paul. Tu vas bien, ça va? Quel plaisir de te voir à chaque fois, tout bronzé. On ouvre un grand événement aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture dans notre coin à l'Île-sur-Sorgue. Et voilà, donc ça compte quand même. C'est très important. Alors on est sur la chaîne Upcycling TV. Alors toi, évidemment, on te connaît bien sûr à la télévision avec cette émission Affaires conclues, avec Sophie Davant bien sûr. Mais tu as quand même quelques projets qui vont arriver et je pense qu'on peut en parler de ces projets. C'est comme Paul. une petite tournée en fait. Mets bien le micro sur le menton. On fait une petite tournée d'expertise avec mes amis commissaires-priseurs de Marseillais. Ouais. On va se diriger en fait, le premier truc, l'événement, c'est le 25 mai qui se déroule du côté de Lyon et c'est un endroit, le bistrot du château, je le lis parce que je ne le sais pas encore, le 154 avenue du Casino à Tour de Salvani. La Tour de Salvani, ouais. C'est incroyable. Bah, c'est un lieu que je ne connais pas, hein, mais on m'a dit que c'est c'est très fantastique. Beau. Ouais, très beau, très vert. Ouais. Et après ensuite on va du côté d'Avignon, et honnêtement on sera dans le centre-ville, là ce sera super sympa, donc ça sera le 27 mai. D'accord. On peut retrouver ces informations sur Internet, bien on entendu. va faire de ça la va pub. Communiquer. Et le dernier événement, ça sera le 28 mai, qui se déroulera à Castelnau-le-Lay. Tout simplement à côté de Alors, Montpellier. en fait, ce sont des expertises avec tes amis experts, c'est ça? Tout à fait. Donc on peut venir avec des objets? Vous venez avec des bijoux, des tableaux, des objets un peu insolites. On est là pour vous expertiser, pas forcément pour vous les acheter, mais on peut les passer en vente publique, en vente aux enchères. Pas mal. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. On fait un tri, on fait des ventes spécialisées en fonction des objets. Et on vous les vend aussi bien sur Marseille que sur Paris. Ah, c'est pas mal. Et le premier événement, j'ai oublié de dire, il y aura quelqu'un de super. Il y a Diane et qui est Diane, avec moi. Bien sûr. Donc venez nombreux du côté de Lyon. Vous savez, c'est une ancienne lyonnaise. Et Diane, oui, bien sûr. Donc elle est charmante, elle est là pour nous aider à avoir le plus d'objets possible. Alors Paul, sur cette chaîne Upcycling, on parle de recyclage, bien entendu. Ouais. J'aimerais avoir ton avis sur... Alors, est-ce que tu penses que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment ancré, ça commence à être ancré? Mon ressenti là-dessus, c'est que je pense que c'est pas mal parce que quand je vais honnêtement, quand je vois des propriétés énormes auxquelles on jette des objets ou du mobilier des années 50, 60, même 80 ou 2000, l'objet qu'on peut récupérer et réintégrer
rentrer dans la vie active, je pense que c'est super, hein, parce que il y a des jeunes qui ont besoin de tout ça, et surtout actuellement, il faut être tendance, comme on dit. Donc, je pense que c'est et puis ça met un petit peu tout le monde au bricolage, donc c'est intéressant. Est-ce que toi-même tu retapes un peu Non, moi j'ai des ébénistes depuis des années. J'ai des gars qui travaillent autour de moi parce que je n'ai pas malheureusement le temps. Hein, parce que tu vois, si je dois faire toutes ces expertises en même temps, c'est pas possible. Et le goût, je l'ai parce qu'il faut l'avoir dans ce métier. Mais non, il faut être ébéniste et bricoleur. Bricoleur. Voilà. Alors justement, est-ce que bricoleur, ça veut dire qu'il faut avoir un peu l'œil avant d'acheter, de recycler. Il y a un savoir-faire particulier, à ton avis Déjà, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit dans toutes les revues, je pense que c'est assez facile. Hein. Quand je vois que les palettes se transforment en canapé ou table basse, je dis c'est pas mal. Hein, pourquoi pas ? En fait, il faut avoir l'idée, tout simplement. Voilà, il faut se laisser aller. C'est comme en cuisine, du coup, alors. Tout à fait. C'est ta cuisine. Tu fais ta cuisine toi-même avec le peu d'éléments et tout marche. Ouais. Hein. Voilà. Mesdames, messieurs, soyez à l'écoute sur les réseaux sociaux pour retrouver les dates de Paul et de Diane qui vont se balader, qui partent en tournée, la tournée des experts. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme ça, vous pourrez le voir en vrai. Hein. Il est beau, vous allez voir. On dit ça. Merci, Paul, en tout cas, d'être passé sur Upcycling TV. À toi. Merci beaucoup. À bientôt. Toujours sur le plateau Web TV, Upcycling TV à l'Île-sur-la-Sorgue. On se retrouve tout de suite avec le deuxième invité. C'est la responsable RSE, responsabilité sociale environnementale de La Redoute. À tout de suite. Emmanuel Mercier, bonjour. Vous êtes la responsable RSE de La Redoute. Et puis Léna Cledoré, bonjour, styliste à La Redoute. On reviendra sur votre parcours qui je trouve très intéressant. Emmanuel Mercier, quelles sont les grandes lignes de votre politique RSE en quelques mots à La Redoute ? Donc, La Redoute est adhérente au Global Compact depuis 2017, qui, pour la faire simple, est la traduction, on va dire, pour les entreprises des objectifs de développement durable. Nous avons à cœur d'agir à notre mesure pour les sujets de développement durable. Et dans ce cadre, nous nous sommes votés 3 ambitions très fortes que l'on peut retenir, qui sont donc d'avoir 100% de produits responsables sur la Redoute Collection en 2022 et en 2025 pour ANPM et la Redoute intérieure. Qu'est-ce qu'un produit responsable pour la Redoute ? Un produit responsable répond au cahier des charges Go for Good et Made in Europe. Voilà, on a ajouté ce critère. On va avoir un deuxième pilier par rapport à l'impact de l'activité de notre entreprise autour des emballages, puisque nous visons en 2030 d'être une entreprise zéro plastique à usage unique. Par ailleurs, compte tenu de l'urgence climatique, nous avons décidé de prendre notre part à la transition écologique en actant qu'en 2030, nous serons neutres en carbone avec évidemment une philosophie derrière qui est de d'abord réduire nos émissions pour atteindre cette neutralité d'ici 10 ans. Donc, vous vous situez carrément dans ce qu'on appelle actuellement le développement de l'économie circulaire. Vous voulez devenir un acteur important de l'économie circulaire. Alors, en effet, ces ambitions, finalement, elles ont fait changer le prisme de la Redoute sur la RSE. Dans beaucoup d'entreprises, depuis 20 ans, la RSE, finalement, c'était un peu la gestion des déchets, la mise en conformité avec la loi et parfois des actions volontaristes en plus de l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui fait la particularité de cette stratégie, c'est qu'en effet, elle impacte tous les métiers et donc le business model de l'entreprise. Vous me parlez d'économie circulaire. En effet, c'est pour moi le modèle finalement et l'avenir pour notre secteur. Et d'ailleurs, on a lancé à ce sujet fin 2020 la Reboucle, donc une plateforme de seconde main. On n'a pas vocation à devenir une plateforme de seconde main. Par contre, on propose ce service en plus à nos clients, puisqu'on a bien compris qu'en 2028, 40% des transactions dans le secteur du prêt-à-porter se feront en seconde main. Et l'économie circulaire, voilà, se construit avec plusieurs briques. On n'aura pas qu'un format. On est dans un modèle beaucoup plus hybride. Mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on vise à plus long terme. J'ai été surpris par un chiffre.
39% de Français a déjà acheté un article de mode de seconde main en 2019 et 48% souhaitent réitérer l'expérience. Vous êtes vraiment au cœur d'un nouveau marché. Je ne vais pas les citer aussi parce que vous êtes l'e-commerce, mais je vois dans notre région, notamment PACA, les grandes surfaces de distribution, on les connaît, qui commencent à lancer des grandes surfaces de seconde main et ça se développe, ça va se développer d'une manière étonnante. Donc, vous allez toucher de nouveaux consommateurs. On connaît les grands sites de marques de luxe de seconde main, mais ça, c'est un nouveau marché pour vous. Alors, absolument, c'est un nouveau marché, mais comme je le dis, la vocation de la Redoute n'est pas de devenir une entreprise de seconde main. Par contre, on a eu les mêmes chiffres que vous, on a entendu le message des consommateurs. Il est vrai que la crise Covid qui a commencé début 2020 a aussi accéléré cette démarche et on est vraiment en fait dans une démarche complète pour le client, c'est-à-dire qu'il peut venir, notre cliente vient sur la Redoute pour équiper la famille en mode et maison et on lui propose en complément une solution pour qu'elle puisse donner une seconde vie à ses produits ou elle-même être cliente de seconde main si elle le souhaite. Puisque la particularité de la Reboucle, donc notre plateforme de seconde main, est de proposer également des meubles, alors qu'aujourd'hui, on était plutôt sur d'autres plateformes, sur le prêt-à-porter, la décoration. Ah oui, vous élargissez donc effectivement seconde main, pas simplement le tissu, textile, mode, etc. Vous allez sur le mobilier, l'ameublement et peut-être vous allez développer cette seconde main dans d'autres secteurs aussi. Alors, la Redoute suite à sa transformation digitale qu'elle a opérée à partir de 2014, la Redoute aujourd'hui est positionnée sur la mode et la maison. Peut-être que ça s'ouvrira à d'autres catégories. Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, nous, on est positionné mode et maison et la Reboucle propose une solution de seconde vie des produits dans ces catégories. Et voilà, ça a été lancé fin 2020, donc c'est aussi récent. Ma chère Lona, bonjour. Vous êtes styliste, la jeune styliste de la Redoute. Alors, dites-moi en 2 mots, c'est quoi quand j'ai vu la capsule upcyclée de la Redoute? Ça veut dire quoi la capsule upcyclée pour vous? Alors, on a du coup, dans ce que Emmanuel énonçait et dans notre démarche et nos ambitions RSE, on a du coup un créneau de prise de parole sur des collections capsules depuis 2019 avec l'équipe avec laquelle je travaille en prêt-à-porter femmes, qui est orientée fortement vers la mode éco-responsable. C'était en 2019 plutôt Made in France. On continue d'exploiter nos ressources et nos confectionneurs aussi en Made in France. Mais du coup, en 2020, on a lancé la première collection capsule upcyclée, donc sur des produits qui sont conçus à partir de nos stocks de matières dormantes. Donc, le projet est parti en fait d'une veille sur la mode éco-responsable, mais aussi d'un état des lieux, en fait, des forces et des ressources qu'on avait à disposition dans l'entreprise. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'upcycling? On avait ce stock de matières dormantes et on avait aussi à disposition la conception 3D qui nous permet, grâce à la modéliste qui travaille avec nous, qui nous permet d'optimiser l'emploi matière, d'être au plus proche, en fait, sur ces produits-là, du stock restant et de notre besoin style. Donc, Léna, une petite précision, quand vous dites stock dormant, ça veut dire quoi en 2 mots? Alors, ça veut dire, ce sont des stocks qui sont stockés près de nos confectionneurs en Bulgarie et Roumanie actuellement. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on lance un produit sur la collection pérenne, la Redoute collection, il y a des minimums de commandes à respecter, par exemple. Il y a parfois des projets qui s'annulent aussi, ça c'est plus rare, mais c'est souvent plutôt des minimums de commandes à respecter. Et du coup, on a encore de la matière qui reste à disposition. Et cette matière, en tant que styliste sur la collection pérenne, j'ai l'opportunité de pouvoir l'utiliser, mais elle est souvent oubliée. Et elle est, alors quand elle est oubliée, on n'oublie vraiment jamais, mais on finit par la revendre à prix doux à des soldeurs.
Là, le but, c'est de la revaloriser et surtout, en fait, de pas forcément, pour un besoin style ou un besoin produit, de recréer une nouvelle matière première, mais plutôt de partir de ce qu'on a. Alors, j'ai vu imaginer 6 modèles, hein, 3 blouses, une jupe, une veste. Et c'est étonnant, plus de 500 pièces se sont vendues en quelques semaines, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau marché excessivement important. Donc, c'est très positif. Alors, vous en êtes où de la nouvelle capsule, la nouvelle collection? Vous en êtes où? Alors, effectivement, on a la première capsule est partie très, très vite. Donc ça, c'était extrêmement positif. Et on a lancé la deuxième pour le plein été la semaine dernière. Donc, on n'a pas encore un énorme recul sur les ventes, c'est très récent. Mais on a notamment une des pièces qui était une pièce maîtresse de la collection et dans laquelle on croyait très fort, qui était une robe en satin noir qui a été ruptée en quelques jours. Donc là, on est hyper optimiste et on attend de voir la suite. Alors, vous travaillez aussi, mais je peux vous poser la question aussi à Emmanuel. J'ai vu que vous avez une opération nommée la jolie revente. C'est-à-dire que vous travaillez avec des femmes et une association aussi, je crois qu'elle s'appelle Solfa. Vous travaillez avec des influenceuses de l'extérieur, des gens qui connaissent la mode, mais aussi ça rejoint l'économie circulaire et je dirais pas le charity business, mais je veux dire, il y a des gens formidables comme Emmaüs, etc., etc. C'est là l'enjeu, Léna et Emmanuel. Donc, je vais peut-être répondre, Léna. Oui, alors, en effet, dans le cadre voilà, des produits responsables et de nos engagements en général, en fait, on va avoir beaucoup d'initiatives parce qu'on a une culture à la Redoute qui est de dire la RSE, ce n'est pas un service, c'est une façon de faire son métier. Léna en est le parfait exemple. Léna est styliste, elle a des compétences super, elle est engagée et elle peut mettre ses compétences au service de cet engagement. Vous êtes en plein dans l'avenir du commerce, ma chère Emmanuel. Quand on voit le succès fulgurant des groupes comme Le Bon Coin, Vinted, etc., vous prenez les devants. Ça, c'est une bonne chose. Et je trouve que là, vous êtes à l'aube peut-être d'une nouvelle manière de consommer les choses, surtout les vêtements, mais on peut dire le mobilier et beaucoup d'autres choses. Alors, en effet, alors, je pense que c'est l'histoire de la Redoute. Hein. La Redoute a 184 ans et ce qui fait sa force, c'est d'avoir été pendant 184 ans résiliente. Elle était là avant, elle sera là après. Il faut accepter l'histoire de cette entreprise. La Redoute a toujours pris les virages au bon moment. Ce qui lui permet en fait d'être encore là aujourd'hui. Et puis la Redoute s'inscrit dans un monde, dans le monde en fait, et agit à sa mesure dans le monde. Donc deux choses, on le fait parce qu'il y a une urgence climatique, environnementale, etc. Et on a bien fait en fait aussi d'anticiper ça, puisqu'aujourd'hui en plus c'est une demande des clients. Et en effet, ce qui avant pouvait être différenciant pour certaines marques, moi j'ai l'intime conviction que dans 3-4 ans sera devenu normal, en fait, sera devenu normal et la Redoute doit être en mesure d'accompagner le quotidien des gens. Si on revient sur la reboucle, les clients veulent de plus en plus consommer seconde main dans leur quotidien parce que ça les arrange pas toujours pour des raisons écologiques, ça peut être aussi des raisons économiques, ce qui est tout aussi bien. Et on doit leur proposer ce service puisque notre mission est d'embellir la vie des familles. Alors, vous êtes dans le nord de la France, Emmanuel, pour terminer. Vous connaissez le paradis sur terre, l'île sur la Sorgue? Non. Eh bien, il faut venir à l'île sur la Sorgue, ma chère Emmanuel, à côté d'Avignon. Quand même, c'est une ville absolument fantastique avec le village des antiquaires. C'est la troisième village des antiquaires sur la planète. Après Saint-Denis et Londres, vous avez l'île sur la Sorgue. Sacrée image. Et je dirais même à Léna, oui, nous vous attendons au week-end de la Toussaint. On va créer le premier festival international du upcycling. On est en relation avec pas mal d'entreprises et de créateurs sur Marseille notamment, parce que dans la région PACA, il se passe plein de choses. Et là, Maud, on vous tiendra au courant parce que ça monte en puissance. On va provoquer différentes tables rondes, notamment sur mode, textile, mobilier, plastique,
tout ce qui touche à l'upcycling. Et vraiment, ça serait vraiment très sympathique que vous soyez là avec nous, en plus dans le cadre du village des antiquaires qui attire des milliers de personnes. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel et Léna pour votre combat et continuez sur moins de déchets, sur une mode innovante, sur les secondes mains, etc. Continuez, je ne sais pas, ce n'est pas un combat, mais c'est une lutte importante pour l'avenir. En fait, c'est quelque part aussi moins consommer, mais mieux consommer dans tous les secteurs. En tout cas, merci infiniment. À très vite. Merci. Bonjour, nous sommes dans le village des antiquaires, un espace tout à fait nouveau, superbe, l'espace Nouvelle Vague. Nous lançons une série d'émissions sur le prochain festival Upcycling qui aura lieu dans cet espace durant les fêtes de la Toussaint. Et nous avons la chance de recevoir les élus de la ville de l'Isle-sur-Sorgue. Denis Serre, bonjour, premier adjoint au maire, et David Albandéa, vous êtes le directeur Habitat et Développement Durable. Alors, qui ne connaît pas l'Isle-sur-la-Sorgue, les antiquaires, la Sorgue, connue mondialement. Vous vous êtes engagé dans une charte, effectivement, sur zéro déchets plastiques, lancée par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, la région sud, etc. C'est une superbe démarche et je crois que vous êtes la première commune dans le Vaucluse à vous êtes engagé dans cette charte. Denis Serre, comment ça s'est passé en quelques mots? Bonjour Teddy. En quelques mots, donc la commune de Lille, Pierre Gonzalez et l'équipe municipale étaient déjà très engagés dans toutes les actions en faveur de l'environnement. Donc l'arrivée et la candidature à cette charte zéro plastique a été une évidence pour nous. En fait, c'est la continuité logique de toutes les actions qu'on a mises en place. Et dans ce domaine-là, la cantine municipale s'était déjà engagée à réduire les déchets plastiques, les à éliminer totalement aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, en fait. Donc nous avons continué par sensibiliser, donc ça c'est un des premiers volets, un des premiers actes de la charte, c'est sensibiliser à la réduction des déchets plastiques, donc sensibiliser toutes les populations, que ce soit les élus, les habitants, les commerçants, les restaurateurs, enfin, tous ceux qui utilisent du plastique en général. Et l'objectif clairement c'est de réduire autant que possible tous les déchets plastiques en fait, qui se retrouvent dans l'environnement. Eh oui. Parce que c'est ça, la problématique elle est là. Le plastique en lui-même a son utilité dans certaines applications. Et l'objectif, c'est pas d'éliminer totalement le plastique, mais c'est de réduire et d'éliminer autant que possible tout ce qui se retrouve dans l'environnement. N'oublions pas quand même si l'île sur la Sorgue est un peu éloignée de la Méditerranée, les enjeux sont colossaux vis-à-vis de toutes les communes de la région PACA. La Méditerranée est une poubelle, je veux dire, avec des déchets plastiques énormes, et ça, c'est véritablement l'enjeu, je crois. Hein. Absolument. Donc il y a un petit moment déjà qu'on est sensible à ça. David vous parlera d'une action en particulier qui touche la rivière, mais de manière générale, ça passe par des nettoyages annuels, des grosses opérations de nettoyage qui sont destinées à ramasser tous les déchets à l'intérieur de la rivière, justement pour pas qu'ils se retrouvent dans la mer. Ah oui. Et alors, parlez bien dans le micro, mon cher Denis. Oui. Et surtout la problématique. Alors l'île sur la Sorgue, on connaît la commune connue mondialement grâce au village des antiquaires. La problématique de touristes, effectivement, durant les mois d'été, ça c'est un enjeu colossal. Hein. C'est un enjeu colossal, effectivement, Teddy. Donc on ne peut pas se plaindre, hein. On est une commune très fréquentée et très touristique. Mais forcément, qui dit très fréquenté, très touristique, dit beaucoup de déchets potentiels aussi à traiter, à recycler et à ramasser en général pour éviter que ça se retrouve dans l'environnement. Ça touche les emballages, les touristes, ça touche les emballages, en particulier dans ce contexte que nous connaissons tous, où la restauration emportée s'est développée plus, effectivement, donc d'où une source de déchets beaucoup plus importante. Mais le boulot, justement, le boulot du quotidien, c'est de sensibiliser et d'essayer de ramasser tout ça avant que ça termine dans la rivière et dans Absolument. la mer, Teddy. Et surtout la Sorgue, rivière absolument superbe, la Venise verte, la Venise provençale, là, il faut la protéger. Il y a encore beaucoup de gens qui jettent des gobelets plastiques, des sacs plastiques dans la Sorgue. Il y a encore trop de gens qui jettent des déchets plastiques dans la Sorgue, et pas que des déchets plastiques malheureusement. On a du verre, on trouve de tout en réalité dans la rivière.
mais ça fait partie du job. D'où l'engagement, la partie sensibilisation, la partie ramassage, gestion des déchets. On est très motivés pour ça et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. David Albandéa, chargé de développement durable et habitat. Quelques actions concrètes qui m'ont surpris à l'Île-sur-la-Sorgue. Dites-moi, dont une, effectivement, quand on se balade dans les rues de l'Île-sur-la-Sorgue, quand on regarde par terre dans les rues, nous avons une inscription. Oui, tout à fait. Tu l'as expliqué tout à l'heure, la Méditerranée est très présente, même si on est un peu loin. Mais la Sorgue qui irrigue notre commune fait partie aussi des pourvoyeurs de déchets qui arriveront sur la Méditerranée. Donc en fait, une initiative qui a été prise par la commune, c'est tout simplement de sensibiliser nos visiteurs, mais aussi nos habitants, que quand on jette par exemple un mégot dans un avaloir d'eau pluviale, c'est les grilles qu'on retrouve un peu partout dans les rues, finalement ça retombe dans la Sorgue. Et de la Sorgue, ça tombera dans la Durance, etc. etc. Moi, j'ai trouvé ça superbe comme campagne de sensibilisation. On marche, et pas dans chaque rue, mais on voit près des grilles d'évacuation, ici commence la Sorgue. Et moi, j'ai trouvé ça comme campagne de sensibilisation. C'est peu de choses, mais ça marque les gens. Hein. Complètement. Alors, d'autres petites campagnes quand même. En petite campagne, alors des actions autour de la restauration collective qui nourrit plus d'un millier d'enfants chaque jour. Donc c'est la suppression des emballages plastiques à la source. C'est la suppression de tout ce qui est gobelet aussi dans notre collectivité. Là, on a le pouvoir de le faire très rapidement. C'est l'utilisation de broyats en termes de paillage pour nos arbres plutôt qu'utiliser des couvrants plastiques. C'est, je dois en oublier certainement. Il y en a plein d'autres. Ouais, il y a plein d'autres. Comment ça se passe à collecte, justement? Moi, j'ai vu que vous aviez une opération avec Citeo, je crois, concernant le papier ou le carton, où un cycliste passe. Est-ce que vous allez faire la même chose à propos du plastique? En fait, il y a déjà quelque chose en route au niveau du plastique. On appelle ça les sacs jaunes. En fait, le plastique est recyclé au centre-ville dans des sacs jaunes. Donc, les habitants sortent leur sac au pas des portes et c'est ramassé déjà. Donc là, c'est à l'échelle de la commune, donc à l'intérieur de la ville de Lille. On est en train de travailler sur un projet avec le syndicat mixte Bassin des Sorgues de barrage flottant. Ah oui. Donc c'est un projet, l'idée c'est d'installer un barrage flottant sur la rivière, donc sur la Sorgue, pour retenir tous les macro-déchets. Après, il y a pas mal de projets qui sont dans la boîte, mais tout ce qui touche à la récupération, en fait, tout ça est en route. Vous pensez que ce genre d'opération, c'est de l'image positive pour votre ville vis-à-vis les gens qui vous connaissent sur la planète entière? Je pousse un peu, mais c'est une image positive pour la ville de vous engager dans ce genre d'opération? Ben oui, forcément. Je pense que nos visiteurs ainsi que nos habitants sont quand même plus enthousiastes quand ils se baladent dans un environnement propre, quand ils regardent la rivière qui est largement médiatisée. Donc, qui est magnifique aujourd'hui, mais magnifique parce qu'il y a déjà un certain nombre d'actions en place, parce qu'on en prend soin. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le plastique, donc c'est le ramassage, c'est la collecte, mais ça peut être aussi le recyclage. Ah oui. Ça peut être la réutilisation. Et là, David va vous en toucher deux mots. Il va vous parler de la convention qu'on a mis en place avec l'Université d'Avignon. Oui, deux mots sur cette convention. Oui, on a un partenariat avec l'IUT d'Avignon, un DUT qui s'appelle Packaging, Emballage, Conditionnement, donc avec un travail qui est fait par 4 étudiants sur leurs 2 années d'études, qui va nous faire des propositions de réutilisation des déchets plastiques pour les transformer en quelque chose d'utile et qui aurait peut-être vocation à éviter justement le déchet plastique. Donc on est sur une approche très circulaire. Ah ben vous m'intéressez beaucoup, mes chers amis. Pour finir, je vous informe que dans notre belle ville, Fête de la Toussaint, le premier festival que l'on veut international, Upcycling, que devient le plastique, entre autres, transformé en nouveaux objets d'art, de culture. Ici, le lieu est absolument fantastique. Mes chers amis, on vous attend dans ce festival. Il faut vous impliquer parce qu'il y aura beaucoup d'artistes. Que deviendra le plastique que l'on jette? Non, il ne faut pas le jeter. Merci en tout cas pour votre boulot. C'est vraiment une superbe initiative de Nisser, premier adjoint au maire, et David Albandéa, le directeur Habitat et Développement Durable. On ira suivre cette opération de près.
dans les rues de l'Île-sur-la-Sorgue. Merci beaucoup. Merci Teddy. Merci Teddy. Petit reportage avec Charming, c'est un nom charmant. Ils exposent effectivement dans le village des antiquaires Nouvelle Vague et vous allez voir deux jeunes femmes, des petites brodeuses qui brodent sur des vêtements de l'armée. Moi j'ai vu le stand, c'est absolument fantastique. Vous allez voir ce reportage. Alors on continue à vous présenter évidemment cette marque Charming Vintage ici sur notre plateau et on est avec Grace de Montaignac qui customise ses vestes. Bonjour Grace. Bonjour. Alors comment c'est arrivé de customiser des vestes comme ça On m'a proposé de travailler pour eux, donc j'ai fait quelques vestes pour leur présenter mon travail. Ça leur a plu, du coup ils m'ont engagée. Et mais c'est pas la première fois, vous le faites un peu pour vous, non toutes ces Oui, c'est ça. transformations. D'où vous inspire? Comment vous êtes inspiré? Comment ça? Je regarde beaucoup sur internet Ouais. des customisations de vestes faites par diverses personnes, des professionnels Ouais. ou des gens comme moi Ouais. pour qui c'est pas le métier. Et après, ça dépendait des vestes. Souvent, l'inspiration, elle venait. Ça veut dire Comme qu'en clair, vous regardez une veste et puis vous avez envie de faire des choses. Oui, c'est ça. Alors vous rajoutez quoi? Du tissu, quelle matière vous rajoutez? Plus de la peinture. Ouais. Et pour certaines qui sont plus spécifiques, comme celle avec. J'en ai fait une avec des pompons. C'est Chloé là qui est en train d'essayer. On la voit justement avec les pompons. C'est pourquoi les pompons? Pour donner un peu plus de fantaisie à Ouais. cette veste. Parce que toutes les autres sont plus en 2D et celle-là, on avait envie de la mettre. Ah, en 3D, ça veut dire C'est que ça. voilà, le pompon est, Pour que ça ressorte. redimensionne. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a de la peinture aussi où vous Oui, vous beaucoup de faites. peinture, oui. Comment vous faites? Vous peignez à la technique, c'est quoi? Au pinceau, Ouais. Ah ouais. tout simplement. Alors du coup, Grace, ce sont des pièces uniques. C'est une seule fois, donc Oui, c'est ça. c'est ça. Hein. Chaque veste est unique. Elles sont toutes uniques, même si ça peut être le même motif. Ouais. À chaque fois, ça sera jamais pareil. Donc c'est ça D'accord. qui fait qu'elles sont uniques. Et Grace, est-ce qu'on peut vous passer une commande? C'est-à-dire que si moi j'ai une veste et puis de Charming Vintage, et puis j'ai voilà, c'est pour, je voudrais plutôt moto par exemple, vous pouvez me faire quelque chose personnalisé? Oui, tout à fait. Donc on peut arriver avec un modèle par exemple et vous Oui. le faites. Voilà. Si c'est dans mes capacités, je pourrais Ouais. le faire. Voilà, je voulais vous présenter Grace de Montaignac qui s'occupe donc de customiser les vestes. Merci Grace. Merci. Bonjour Stéphane Pio. Bonjour Teddy, Alors, enchanté. vous présentez l'agence Pando Fashion. D'abord, je voulais commencer par ça. Ça veut dire quoi, Pando? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors Pando a deux significations. Le premier, c'est qu'en latin, ça veut dire je m'étends. Et avec mon associée cofondatrice Laetitia, on est beaucoup dans la transmission. Ça fait 25 ans qu'on travaille dans la mode et on veut transmettre nos connaissances, notre expérience, à la fois de la mode et de la RSE. Et il y a deuxième signification, c'est que Pando, c'est le plus ancien arbre du monde. Absolument. C'est 85 000 ans, qui se trouve dans l'Utah aux États-Unis. Et on trouvait que c'était une belle comparaison et surtout, ça nous rend assez humbles de voir un arbre qui a 85 000 ans au-dessus de nous. Alors, votre agence, c'est quoi? C'est une agence de communication, comment dire, liée à la RSE, ou est-ce que c'est une Non. agence d'expertise dans le mode de la mode, du textile? C'est quoi comme agence? Alors, c'est plutôt une agence qui travaille sur les produits éco-responsables, qui va accompagner les marques, les distributeurs ou les fabricants à avoir une démarche plus éco-responsable, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la RH, de la diversité dans l'entreprise, mais aussi surtout au niveau du produit, utiliser des bons process, travailler avec les bons fournisseurs, les bons fabricants, avec les bonnes matières pour vraiment mettre en place une démarche éco-responsable. Et on accompagne les entreprises vraiment dans l'opérationnel pour qu'elles s'engagent dans cette démarche et puis qu'elles puissent à la fin communiquer là-dessus.
Alors, je vais vous provoquer un peu, mon cher Stéphane. Je dirais, vous êtes dans le monde de la mode et du textile. Je dirais, en vous provoquant un peu, tout le monde se met dans le monde de la mode à parler de RSE, responsabilité sociale, sociétale, etc. On a connu le développement durable, l'économie circulaire. J'étais un peu à l'origine du développement durable en France il y a 25 ans. Je veux dire, est-ce que vous pensez que tous les gens sont sincères vis-à-vis de la RSE et notamment les grandes marques, les noms connus dans le monde de la mode et du textile? Alors, je pense qu'ils sont sincères dans la volonté de s'engager dans une démarche RSE. Après, leurs convictions peuvent être différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment des convictions profondes de dire je veux travailler pour un monde meilleur, que la mode, c'est pas toujours top, on le sait, je veux améliorer les choses. Et puis, il y en a d'autres qui vont être très clairs, qui vont être plutôt de dire moi, je veux que mon entreprise soit pérenne, que dans 2-3 ans, elle soit toujours là. Et c'est un avantage compétitif de me lancer dans l'éco-responsabilité, de proposer des produits éco-responsables. C'est plus une conviction financière. Mais personnellement, moi, ça m'est égal. L'important, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui s'engagent dans cette voie. Donc, même si c'est pour des raisons qui sont purement capitalistiques, libérales, etc., ça ne pose pas de problème. Voilà, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait un maximum. Et en effet, les convictions peuvent être différentes. Celle qui est derrière de tous ces gens qui s'embarquent et qui s'engagent dans la RSE et dans le développement durable. Que pensez-vous de l'upcycling? Ça devient aussi un phénomène de mode, on dit l'économie circulaire. On voit de plus en plus, même de grandes surfaces dans la mode, le textile, ils lancent des choses en matière de vêtements de seconde main. Ça a l'air d'être complètement à la mode, ça se développe d'une manière incroyable via Internet. Que pensez-vous de cette démarche? Alors, en développement durable, l'un des gros critères, c'est l'allongement de la durée de vie du produit. Et typiquement, la seconde main, c'est quelque chose qui permet d'allonger beaucoup la durée de vie de produit au niveau de l'usage. En fait, on se rend compte que l'impact environnemental du vêtement, c'est beaucoup au moment de l'usage. Et s'il est porté que 3 fois et qu'ensuite il est défini dans soit en réutilisation, soit exporté en Afrique, soit réutilisé en downcycling ou upcycling, ils perdent de l'intérêt. Alors que là, si on fait de la seconde main, c'est-à-dire qu'on va prolonger l'usage du produit tel quel, et donc ça, c'est vertueux. Mais ce n'est qu'une des petites parties qui permettent d'améliorer l'empreinte environnementale du produit mode. Mais effectivement, c'est la grande mode aujourd'hui. Et l'upcycling, qui est en plus de prendre un produit tel qu'il est ou une matière, de lui rajouter de la valeur ajoutée, ça, c'est intéressant pour les marques parce que ça permet aussi de positionner en termes de prix un prix un petit peu plus élevé. Alors, je tiens à rassurer les gens qui vont vous voir. Stéphane, vous n'êtes pas un amateur, hein. Vous avez passé une partie de votre vie chez Dior, notamment dans des grandes marques. Est-ce que vous pensez que ces grandes marques, les grands couturiers, sont vraiment impliqués dans l'upcycling, dans la RSE de plus en plus? Alors, j'ai des exemples. C'est souvent que ça vient du terrain. En fait, c'est souvent les gens en interne qui vont bouger les choses. Typiquement, chez Vuitton, chez qui je travaillais avant Pando, il y a un directeur artistique, c'est lui qui dit clairement « je veux faire bouger les choses, je veux réutiliser des collections précédentes, pas toujours être dans le renouvellement à 100%, voire prendre des collections qui n'ont pas été aussi bien vendues que prévues pour les retravailler. » Et très souvent, en fait, ce changement, il vient de tous les côtés. Il peut venir du haut, parfois pour des raisons bassement financières, on peut dire, et il peut venir aussi de l'interne pour des gens qui ont vraiment des convictions. Et là, je pense que vraiment, tous ces gens-là, ils sont obligés de bouger parce il y a une telle pression sur ces marques, que ce soit en interne, que ce soit en externe, par rapport au marché, par rapport à la législation, par rapport aux clients, que je pense que vraiment, elles bougent vraiment. Elles bougent vraiment. Vous êtes au courant parce que vous allez passer sur la chaîne sur Facebook Upcycling TV. On reçoit beaucoup d'acteurs sur l'upcycling. Vous êtes bien sûr au courant, nous sommes dans une ville absolument fantastique, l'Île-sur-la-Sorgue. Week-end de la Toussaint, nous lançons le festival mondial de l'upcycling, surtout dans le textile et la mode. On a beaucoup de gens comme vous qui semblent intéressés. Pour l'instant, je dirais que les grandes marques semblent un peu prudentes vis-à-vis de ce festival. C'est peut-être toujours la même chose en France, hein. Le démarrage est toujours très long, hein. C'est un peu long. En plus, moi, je vais absolument venir la prochaine fois. Donc, voilà. Donc, moi, je serai là, c'est sûr. En plus, j'adore la ville que je connais en tant que touriste. Voilà. Je pense que il peut y avoir des personnes intéressées dans les grandes marques. Voilà. Je pense qu'il faut bien choisir les personnes, peut-être, et leur proposer de venir pour voir ce qui peut se passer. Stéphane, vous pouvez nous aider justement là-dessus, hein.
Je peux essayer. Je peux faire une relation sur le sujet. On peut voir. Bon, je vous remercie infiniment, l'agence Pando Fashion, Stéphane Piot. Vous avez une longue histoire quand même dans le monde de la mode, notamment chez Dior, et vous avez travaillé avec de grands couturiers. On vous accueillera avec plaisir. Venez aller sur la Sorgue durant ce festival Jeudi international. Et si vous avez des surprises à nous apporter, n'hésitez absolument pas. Merci infiniment, l'agence Pando Fashion. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous, Dédi. Bonne journée, au revoir. Retour sur le premier festival Upcycling qui a eu lieu dans le village des Antiquaires en 2020. Un succès important, évident, beaucoup de monde durant ce premier festival Upcycling à l'Île-sur-la-Sorgue et vous allez découvrir toutes les images. À tout de suite. Allez, chers amis, rendez-vous comme tout, je dirais pas tous les jours, tous les mois sur la chaîne Upcycling TV. Grâce à Franck et à toutes ses équipes, on se retrouve en tout cas sur Facebook et vous allez voir des reportages superbes sur l'upcycling. Et je dirais l'upcycling dans tous les secteurs. Il n'y a pas que la mode, le textile, mais ça touche le plastique, l'habitat, etc., etc. On vous retrouve absolument tous les mois. Merci beaucoup.